Quand tu courais après elle, elle t'ignorait. Quand tu montrais de l'intérêt, elle te laissait en vue. Quand tu faisais des efforts, elle te prenait pour un idiot, te traitait comme une option, comme un mec quelconque qui était là, disponible, à attendre les miettes d'attention qu'elle daignait accorder. Mais maintenant que tu en as eu marre, maintenant que tu as décidé de t'éloigner et de poursuivre ta vie, quelque chose a complètement changé, et elle le ressent. Elle remarque que le téléphone ne sonne plus, que les messages ont cessé d'arriver, que tu as simplement disparu de sa vie sans explication, sans drame, sans supplier pour une nouvelle chance. Et ça la rend folle, parce que maintenant, c'est elle qui attend un contact qui ne viendra plus, un appel que tu ne feras plus, une attention que tu ne lui donneras plus. La différence, c'est que désormais, si ça ne dépend que de toi, plus rien ne se passera. Tu as lâché prise. Tu es passé à autre chose. Et si elle veut encore quelque chose, si elle a compris trop tard la valeur de ce qu'elle avait, c'est à elle de se battre, c'est à elle de courir après, parce que tu as compris ta propre valeur et que tu n'accepteras plus d'être traité comme une seconde option. Maintenant, je vais te montrer exactement les 10 choses qui lui passent par la tête quand tu finis par tourner les talons et poursuivre ta vie. À partir de cet instant, tu vas entendre ce que personne n'ose dire. Les vérités qui restent cachées derrière les discours tout faits et que la majorité préfère faire semblant de ne pas voir. Alors, abonne-toi à la chaîne, active les notifications, mets un like et commente depuis quelle ville tu regardes, parce que ça aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans le noir. Ça ne sert à rien de te réveiller si tous ceux autour de toi continuent à dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Allons droit au but. Première pensée, est-ce qu'il y a une autre femme? C'est probablement la première pensée qui surgit dans l'esprit féminin quand un homme qui montrait habituellement de l'intérêt cesse soudainement d'insister. La femme commence à se demander s'il y a une tierce personne dans l'équation, quelqu'un qui a capté son attention de manière plus efficace. Cette interrogation ne vient pas forcément d'une insécurité, mais d'une tentative naturelle de trouver une explication logique au changement brutal de comportement. Quand quelqu'un qui était présent de manière constante disparaît simplement ou réduit drastiquement le contact, le cerveau humain cherche à combler ce vide avec des justifications plausibles, et la possibilité d'une autre personne émerge souvent comme la réponse la plus évidente. L'intensité de cette pensée est directement liée à l'habitude qu'elle avait prise de son attention. S'il avait l'habitude d'envoyer des messages tous les jours, de faire des compliments fréquents, de chercher des occasions de discuter et de montrer un intérêt sincère, l'absence soudaine de ces comportements crée un vide émotionnel qui doit être comblé par une explication. L'esprit féminin, socialement conditionné à analyser les nuances relationnelles, n'accepte pas facilement les changements, sans justification. Elle commence à repasser mentalement toutes les interactions récentes, à la recherche d'indices qui pourraient confirmer ou infirmer ce soupçon. A-t-il mentionné quelqu'un d'autre? A-t-il dit qu'il était occupé avec quelque chose ou quelqu'un en particulier? Ces détails prennent soudain une importance disproportionnée. Ce qui rend cette pensée particulièrement puissante, c'est qu'elle la place dans une compétition imaginaire avec une rivale qui n'existe peut-être même pas. Même si rationnellement elle sait qu'elle spécule peut-être, la simple possibilité d'une autre femme active des déclencheurs psychologiques profonds liés à la valeur personnelle et à la désirabilité. Cela peut la pousser à surveiller plus attentivement ses réseaux sociaux, à chercher des signes d'implication avec d'autres personnes, ou même à poser des questions indirectes à des amis communs. L'ironie, c'est que plus elle cherche cette confirmation, plus elle s'investit mentalement et émotionnellement dans la situation, exactement l'inverse du détachement qu'elle maintenait auparavant. Cette première pensée ouvre la porte à une cascade de questionnements qui vont progressivement éroder sa posture initiale d'indifférence ou de désintérêt. Deuxième pensée, est-ce qu'il a perdu l'intérêt? Après le questionnement initial sur une éventuelle rivale, surgit une réflexion plus introspective et vulnérable. La possibilité qu'il ait simplement perdu l'intérêt pour elle en particulier. Cette pensée porte une charge émotionnelle différente de la première, car elle déplace le focus d'une compétition externe vers une auto-évaluation interne.
Elle commence à se demander ce qui a pu changer dans la perception qu'il avait d'elle. Est-ce quelque chose qu'elle a dit, une attitude qu'elle a eue, la façon dont elle a réagi à une situation précise? Ce type de questionnement est particulièrement inconfortable car il implique que quelque chose en elle n'a pas été suffisant pour maintenir son intérêt, ce qui peut temporairement ébranler son estime de soi et sa confiance. Ce qui rend cette pensée si perturbante, c'est qu'elle contraste directement avec le récit qu'elle s'était construit mentalement sur la situation. Quand une femme ne répond pas aux avances d'un homme, elle opère souvent sous l'idée que son intérêt est inconditionnel, ou au minimum, très persistant. Cette prémisse lui donne un sentiment de contrôle et de pouvoir dans la dynamique relationnelle. Elle peut choisir quand et si elle va rendre l'attention. Quand il arrête d'insister, cette prémisse est brutalement remise en question. Elle réalise que son intérêt n'était pas une ressource infinie à sa disposition, mais quelque chose qui avait une date de péremption et qui dépendait d'un certain niveau de réciprocité ou d'encouragement de sa part. Cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et inconfortable. De plus, cette pensée la force à affronter une vérité inconfortable sur les dynamiques d'attraction. L'intérêt doit être nourri des deux côtés pour rester vivant. Quand elle n'offrait aucune réciprocité, que ce soit par désintérêt réel, par stratégie de se faire désirer, ou parce qu'elle était émotionnellement indisponible, elle communiquait involontairement qu'il n'y avait pas d'avenir dans cette direction. Le fait qu'il ait capté ce message et redirigé son énergie ailleurs n'est pas forcément un reflet négatif sur elle, mais une réponse rationnelle de sa part à un scénario sans perspective. Cependant, reconnaître cela intellectuellement n'empêche pas qu'elle ressente une pointe de rejet ou se demande si elle aurait dû agir différemment. Ce conflit interne entre ce qu'elle sait rationnellement et ce qu'elle ressent émotionnellement crée un malaise psychologique qui peut la pousser à repenser complètement sa posture vis-à-vis de lui. Troisième pensée, peut-être que j'ai exagéré. C'est le moment de l'autoréflexion la plus profonde, où elle commence à remettre en question ses propres choix et comportements, pendant la période où il montrait de l'intérêt. Elle repasse mentalement les fois où elle a peut-être été trop froide, trop distante ou trop indifférente à ses tentatives de rapprochement. Elle se demande si sa stratégie de se faire désirer ou son manque d'intérêt initial réel est allé trop loin. Des situations précises lui reviennent en mémoire, cette fois où il a proposé un rendez-vous et où elle a donné une excuse vague, ce message qu'elle a laissé en vue pendant des jours, ce moment où il a essayé d'engager la conversation et où elle a répondu par monosyllabes. Des actions qui à l'époque semblaient parfaitement justifiées commencent maintenant à paraître excessivement dures ou inutilement froides. Ce qui alimente cette pensée, c'est le changement de perspective qui survient quand quelque chose devient rare ou indisponible. Quand il était constamment présent et disponible, son attention semblait banale, presque garantie, et donc moins précieuse. Maintenant que cette attention a été retirée, elle peut en évaluer la valeur plus clairement. C'est comme un article dans un magasin que tu vois tous les jours, sans y prêter attention, jusqu'à ce que tu apprennes qu'il a été discontinué. Soudain, tu te demandes pourquoi tu ne l'as jamais acheté quand tu en avais l'occasion. Elle commence à reconnaître chez lui des qualités qui auparavant passaient inaperçues. La constance avec laquelle il montrait son intérêt, l'effort qu'il faisait pour maintenir les conversations, la patience qu'il avait face à ses réponses tièdes. Des caractéristiques qu'elle avait peut-être prises pour acquises ou même considérées comme needy, trop collants, sont maintenant réévaluées sous un jour différent, comme des signes d'intérêt sincère et d'investissement émotionnel. Cette troisième pensée est particulièrement transformative car elle marque un passage d'une posture défensive ou passive à une posture de responsabilité. Elle commence à reconnaître que ses actions ou leur absence ont eu des conséquences directes sur l'issue de la dynamique entre eux. Il ne s'agit pas forcément de culpabilité ou de regret profond, mais d'une prise de conscience qu'elle a joué un rôle actif dans la création de la situation actuelle. Cette perception peut être inconfortable, surtout si elle opérait sous l'idée qu'elle avait tout le temps du monde pour décider si elle voulait ou non lui donner une chance.
La réalité qu'il a pris la décision pour eux deux en arrêtant d'insister peut être un réveil significatif. Elle réalise qu'elle a joué ses cartes d'une certaine manière et qu'elle voit maintenant le résultat de ce jeu. Et peut-être que ce n'est pas le résultat qu'elle espérait ou voulait. Quatrième pensée. Pourquoi ça me touche autant? Surgit alors l'une des questions les plus intrigantes. Pourquoi son absence a-t-elle un impact émotionnel aussi important si elle n'était pas particulièrement intéressée quand il était là? Cette interrogation révèle une couche plus profonde d'auto-analyse où elle doit affronter la contradiction entre sa réaction actuelle et son comportement précédent. Si elle ne se souciait vraiment pas de lui, elle ne devrait pas se sentir soulagée ou indifférente maintenant qu'il a arrêté d'insister. Le fait d'être affectée, que ce soit par curiosité, frustration, confusion ou même une pointe de jalousie, suggère qu'il y avait plus en jeu émotionnellement qu'elle n'était prête à l'admettre à elle-même. Peut-être qu'elle aimait plus son attention qu'elle ne voulait le reconnaître, ou qu'il y avait une attirance latente qu'elle réprimait ou niait. Cette pensée la conduit à examiner des motivations plus profondes et parfois moins flatteuses. Était-elle en train d'utiliser son attention comme une validation de son ego sans intention réelle de répondre? Aimait-elle la sensation de pouvoir que procure le fait de savoir que quelqu'un vous désire, indépendamment du fait qu'elle veuille quelque chose avec cette personne? Le gardait-elle dans une sorte de banc de réserve émotionnelle, disponible au cas où elle déciderait d'explorer cette possibilité plus tard? Ce sont des questionnements inconfortables, car ils exposent des aspects de la nature humaine qui ne sont pas particulièrement nobles, mais qui sont courants. Nous aimons tous, à un certain degré, nous sentir désirés et valorisés, et parfois nous gardons des personnes intéressées dans notre vie plus pour la validation qu'elles procurent que pour une intention réelle de développer quelque chose avec elles. La raison pour laquelle cette pensée est si perturbante, c'est qu'elle la force à affronter une vérité sur les dynamiques d'attraction rarement exprimées. Nous voulons ce que nous ne pouvons pas avoir. Et nous avons tendance à dévaloriser ce qui est facilement accessible. Quand il insistait, elle avait le luxe de ne pas avoir à décider, elle pouvait maintenir les choses dans un limbo confortable où elle recevait de l'attention sans engagement. Maintenant qu'il a retiré cette option en s'éloignant, elle se voit obligée de définir ce qu'elle ressent vraiment, et elle découvre que la réponse n'est pas aussi simple qu'elle l'imaginait. Il se peut qu'elle n'ait jamais pris le temps d'évaluer réellement si elle voulait quelque chose avec lui, parce qu'elle n'en avait jamais besoin. L'option était toujours là. Maintenant que l'option a été retirée, elle expérimente une forme de FOMO relationnel, Fear of Missing Out, peur de rater quelque chose, se demandant si elle est en train de laisser passer une opportunité qui, au fond, avait plus de valeur qu'elle ne l'avait perçue. Cinquième pensée. Est-ce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé? Cette pensée représente un retournement cognitif intéressant, où elle commence à questionner l'authenticité de l'intérêt qu'il montrait. Paradoxalement, maintenant qu'il a arrêté d'insister, elle se demande si cet intérêt initial était sincère ou seulement superficiel. S'il m'avait vraiment aimé, il n'aurait pas abandonné si facilement, peut-elle penser. Ce raisonnement, bien que logiquement erroné, est émotionnellement compréhensible. Il découle d'une attente romantique culturellement renforcée selon laquelle le véritable amour est persistant, infatigable et inconditionnel. L'homme qui n'abandonne pas la femme qu'il aime, quel que soit le nombre de rejets. Quand la réalité ne correspond pas à ce script romantique idéalisé, elle remet en question si ses sentiments étaient réels dès le départ. Ce qu'elle ne prend peut-être pas en compte, c'est que l'intérêt sincère et le respect de soi ne s'excluent pas mutuellement. Une personne peut réellement aimer une autre, et malgré cela, reconnaître quand elle investit de l'énergie émotionnelle dans une direction qui n'est pas réciproque, et choisir de rediriger cette énergie. En réalité, cette capacité à s'éloigner de situations non réciproques est un signe de maturité émotionnelle et de respect de soi, pas d'absence de sentiments. Mais quand on est habitué à des récits culturels qui glorifient la persistance romantique jusqu'à l'obsession, combien de films et de chansons célèbrent quelqu'un qui n'abandonne pas, même après de multiples rejets?
Il peut être difficile de reconnaître que quelqu'un qui arrête d'insister n'invalide pas ce qu'il ressentait. Cela démontre simplement qu'il valorise sa propre dignité et son temps. Ce questionnement peut aussi contenir un élément de protection de l'ego. Si elle arrive à se convaincre qu'il ne l'a jamais vraiment aimée, elle n'a pas à affronter la possibilité d'avoir perdu quelque chose de précieux par ses propres actions ou inactions. Il est psychologiquement plus confortable de croire que cela n'a jamais été réel, que d'accepter que c'était réel et qu'elle n'a pas su le valoriser au bon moment. Cette réécriture mentale du récit sert de mécanisme de défense contre les sentiments de regret ou de perte. Cependant, cette stratégie a un coût. Elle empêche un apprentissage authentique sur les dynamiques relationnelles et sur ses propres besoins et schémas de comportement. Si elle se convainc que « il ne m'a jamais vraiment aimé », elle perd l'opportunité de réfléchir à la façon dont ses actions influencent les résultats relationnels et comment elle pourrait agir différemment à l'avenir si elle rencontre quelqu'un pour qui elle est réellement intéressée. Sixième pensée. Il ne m'a pas mise sur un piédestal. Cette pensée marque un moment de reconnaissance important et pour beaucoup de femmes, surprenant. Il l'a traitée comme un être humain doté d'agence et de choix, pas comme une déesse inaccessible à conquérir à tout prix. Quand un homme met une femme sur un piédestal, il la déshumanise en quelque sorte de manière positive, elle devient un objet d'adoration parfait et intouchable au lieu d'une personne réelle avec des défauts, des complexités et la responsabilité de ses propres choix. Beaucoup de dynamiques relationnelles modernes, surtout dans les phases initiales de séduction, implique ce type de comportement. L'homme poursuit inlassablement, tolère un traitement froid ou ambigu, accepte des miettes d'attention et mise toutes ses fiches émotionnelles dans l'espoir de finalement conquérir la femme. Quand il a arrêté d'insister, il a essentiellement communiqué quelque chose de radical. Tu es une personne qui fait des choix, et je respecte ces choix. Si tu n'es pas intéressé ou pas disponible émotionnellement, ce n'est pas un défi à relever pour moi, c'est une information à traiter et à laquelle répondre de manière appropriée, c'est-à-dire m'éloigner. Cette approche, ironiquement, démontre plus de respect authentique que la persistance infatigable souvent romancée. Il a reconnu qu'elle communiquait quelque chose par ses actions ou leur absence, et y a répondu en conséquence, au lieu d'ignorer ses messages non-verbaux dans l'espoir de briser ses défenses, ou de éprouver sa valeur, par une persistance extrême. Pour certaines femmes, surtout celles habituées à des dynamiques où elles sont constamment poursuivies quel que soit leur retour, cette réponse peut être déconcertante. Ce qui rend cette pensée particulièrement révélatrice, c'est qu'elle la force à affronter ses propres attentes et, éventuellement, un sentiment d'entitlement, droit acquis, qu'elle ne savait même pas avoir. Si elle se sent gênée ou même offensée qu'il n'ait pas plus lutté pour elle, cela révèle une attente que l'intérêt masculin devrait être inconditionnel et inébranlable, peu importe comment elle répond. Cette attente est fondamentalement asymétrique et injuste. Elle veut avoir le droit de choisir, répondre ou non à ses avances, mais elle est dérangée quand il exerce le même droit, choisir d'arrêter d'investir dans quelque chose de non réciproque. Le malaise qu'elle ressent en réalisant qu'il ne l'a pas mise sur un piédestal peut en réalité être le début d'une compréhension plus mature des relations équilibrées où les deux parties ont de l'agence, de la dignité et le droit de s'éloigner quand elles ne voient pas d'avenir dans une situation. Septième pensée. Pourquoi je ne l'ai pas valorisée? Cette pensée représente un moment de clarté rétrospective douloureuse, où elle reconnaît enfin qu'il y avait de la valeur dans ce qu'il offrait et qu'elle n'a pas su l'apprécier au bon moment. C'est comme regarder en arrière et voir toutes les opportunités qu'elle a laissées passer, toutes les fois où il a fait un effort sincère et où elle a répondu par de l'indifférence ou de la froideur. Elle commence à voir la situation non plus à travers le prisme « il me courait après », mais à travers la perspective « il m'offrait quelque chose » et j'ai choisi de ne pas l'accepter. Ce changement de cadre mental est significatif car il transfère une partie de la responsabilité du résultat sur elle-même. Il ne s'agit pas forcément de culpabilité ou d'auto-flagellation,
mais d'une reconnaissance honnête que ces choix ont eu du poids et des conséquences réelles dans la dynamique entre eux. Ce qui rend ce questionnement particulièrement poignant, c'est qu'il est souvent accompagné d'une liste mentale de qualités et de gestes qu'elle voit maintenant clairement, mais qui à l'époque passaient inaperçus ou étaient minimisés. Sa constance a montré son intérêt, la façon dont il écoutait vraiment ce qu'elle disait, les petits détails dont il se souvenait à son sujet, la manière dont il essayait de la faire sourire, la patience qu'il avait face à ses réponses évasives. Tout cela se présente maintenant en haute définition, alors qu'avant, c'était flou ou obscurci par ses propres préoccupations, insécurité ou simplement par son manque de disponibilité émotionnelle. C'est la situation classique du « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde ». Sauf que dans ce cas, elle ne l'a jamais vraiment eu, parce qu'elle n'a jamais accepté ce qui était offert. Cette pensée la pousse aussi à réfléchir à des schémas plus larges dans sa vie relationnelle. A-t-elle un historique de ne pas valoriser les personnes qui montrent un intérêt sincère? Est-elle plus attirée par les personnes émotionnellement indisponibles ou distantes parce que cela crée un défi, une poursuite? Confond-elle la disponibilité émotionnelle et la démonstration claire d'intérêt avec un manque de valeur ou du désespoir? Ce sont des questions profondes qui peuvent mener à des insights significatifs sur ses propres schémas d'attraction et d'attachement. Beaucoup de personnes découvrent, à travers ce type d'expérience, qu'elles ont une tendance autodestructrice à valoriser plus ceux qui les traitent mal ou avec indifférence, tout en rejetant ou ignorant ceux qui les traitent bien. Reconnaître ce schéma est la première étape pour éventuellement le briser, mais la reconnaissance en elle-même peut être inconfortable et même douloureuse. 8e pensée. Et s'il n'en veut plus? Nous arrivons à l'une des pensées les plus vulnérables et révélatrices, la peur que la fenêtre d'opportunité se soit fermée définitivement. Cette pensée indique un changement fondamental dans sa perception, de « est-ce que je le veux ?» à « est-ce qu'il me veut encore ?» La dynamique de pouvoir a complètement basculé. Avant, elle avait le luxe de délibérer à son rythme, sachant que son intérêt était une constante sur laquelle elle pouvait compter. Maintenant, elle réalise que cet intérêt n'était pas une ressource infinie et renouvelable, mais qu'il avait une date de péremption et que cette date a peut-être expiré. La peur qu'il ait réellement tourné la page, que ce soit émotionnellement, avec une autre personne, ou simplement en perdant tout intérêt pour elle, crée une anxiété spécifique qu'elle ne ressentait probablement pas avant. Ce qui rend cette pensée particulièrement puissante, c'est qu'elle inverse complètement la dynamique du poursuivant et du distant. Maintenant, c'est elle qui se retrouve à se demander s'il reste de l'intérêt de l'autre côté, s'il y a encore une chance, si la porte est encore ouverte. Cette inversion peut être à la fois terrifiante et éclairante. Terrifiante parce qu'elle la place dans une position de vulnérabilité à laquelle elle n'est peut-être pas habituée. La possibilité de vouloir quelque chose et de ne pas pouvoir l'avoir, de tendre la main sans être sûr d'être accueilli. Éclairante parce qu'elle lui donne une perspective totalement nouvelle sur ce qu'il a probablement ressenti pendant tout le temps où il essayait de se rapprocher d'elle. L'incertitude, la vulnérabilité de mettre son intérêt en évidence sans garantie de réciprocité. Cette pensée peut aussi déclencher une urgence d'action qui n'existait pas avant. Quand elle pensait avoir tout le temps du monde, elle pouvait se permettre d'être passive, d'attendre, de voir comment les choses évolueraient naturellement. Mais maintenant qu'il existe une possibilité réelle que l'opportunité soit passée, elle peut ressentir l'envie de faire quelque chose, envoyer un message, créer une occasion de rencontre, donner un signe qu'elle est peut-être plus ouverte qu'avant. Cependant, cette impulsion s'accompagne de peur. Et si elle se met à nu et qu'il ne répond pas de la même façon? Et s'il a vraiment tourné la page? Elle se retrouverait dans la même position vulnérable qu'il occupait avant, et maintenant elle comprend viscéralement à quel point cela peut être inconfortable. Cette empathie rétrospective peut être l'une des leçons les plus précieuses de toute l'expérience. 9e pensée, il ne dépend pas de moi. C'est une réalisation profonde, et pour beaucoup de femmes inattendue.
Il est une personne complète et autosuffisante émotionnellement qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux ou épanoui. Quand quelqu'un montre un intérêt persistant, il est facile de tomber dans le piège cognitif, de croire que cette personne a besoin de vous d'une certaine manière, que son bonheur ou son bien-être est en quelque sorte lié à votre réponse. Mais quand il s'éloigne avec dignité et semble poursuivre sa vie normalement, sans drame, sans tentative désespérée de reconquérir l'attention, sans démonstration publique de souffrance, il devient clair qu'il a une vie pleine indépendante d'elle. Il voulait qu'elle en fasse partie, mais il n'a pas besoin qu'elle en fasse partie pour que sa vie ait du sens ou de la valeur. Cette perception peut être à la fois admirable et déconcertante. Admirable parce qu'elle démontre une maturité émotionnelle et une estime de soi saine. Il connaît sa propre valeur et n'est pas prêt à mendier l'attention ou l'acceptation de quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il ne va pas devenir une version pathétique de lui-même en poursuivant quelqu'un qui a clairement indiqué, par ses actions, même si ce n'est pas par des mots, qu'elle n'est pas disponible ou intéressée. Cette posture de dignité peut en réalité augmenter considérablement l'attraction qu'elle ressent pour lui, car elle démontre des caractéristiques universellement attirantes: confiance, respect de soi, indépendance émotionnelle. Déconcertante parce qu'elle défie le récit qu'elle a peut-être construit sur le fait d'être essentielle ou centrale dans sa vie émotionnelle. Cette pensée révèle aussi quelque chose sur les dynamiques de pouvoir dans les relations. Quand les deux personnes sont émotionnellement indépendantes et complètes en elles-mêmes, mais choisissent d'être ensemble, la relation vient d'un lieu de désir authentique, pas de besoin ou de dépendance. Elle commence à comprendre qu'un homme qui ne dépend pas d'elle émotionnellement est en réalité plus attirant et plus précieux comme partenaire que quelqu'un qui mettrait tout son bonheur et son identité entre ses mains. La dépendance émotionnelle peut sembler romantique en théorie, il ne peut pas vivre sans moi, mais en pratique elle est étouffante et épuisante. L'indépendance qu'il démontre en s'éloignant suggère qu'il serait un partenaire équilibré et sain, quelqu'un qui ajoute de la valeur à sa vie, sans lui mettre le poids d'être sa seule source de bonheur. Ironiquement, cette qualité qu'elle reconnaît maintenant était probablement présente tout le temps, mais elle ne peut la valoriser que maintenant qu'elle se manifeste par son absence, et non par sa présence. 10e pensée. Pourquoi ça me bouleverse autant? Nous arrivons à la pensée finale, et peut-être la plus introspective de toutes. Une métacognition sur toute cette expérience émotionnelle. Pourquoi l'absence de quelqu'un dont elle n'était pas particulièrement intéressée occupe-t-elle autant d'espace mental et émotionnel? Pourquoi a-t-elle tous ces questionnements, ces réévaluations? Si elle ne s'en souciait vraiment pas, elle ne devrait pas simplement passer à autre chose sans regarder en arrière. Le fait d'être si affectée, de dépenser une énergie mentale considérable à essayer de comprendre la situation, à repasser les interactions passées, à questionner ses propres choix, indique qu'il se passe quelque chose de plus profond qu'elle n'était prête à l'admettre initialement à elle-même. Ce questionnement final la pousse à affronter des vérités inconfortables sur elle-même et sur la nature humaine en général. Peut-être réalise-t-elle qu'elle n'aimait plus la validation et l'attention qu'elle ne le pensait. Peut-être reconnaît-elle qu'elle avait un certain niveau d'attraction ou d'intérêt qu'elle réprimait ou niait, peut-être par peur de la vulnérabilité, parce qu'elle n'était pas prête émotionnellement, ou parce qu'elle suivait des scripts sociaux sur le fait de ne pas paraître trop intéressée ou de se faire désirer. Peut-être fait-elle face à la réalisation qu'elle a des schémas relationnels dysfonctionnels, où elle ne valorise que ce qui est hors de portée et dévalorise ce qui est disponible. Ou peut-être expérimente-t-elle simplement la réaction humaine naturelle de ne pas aimer perdre des options, même si ce sont des options qu'elle ne comptait pas utiliser. Ce qui rend cette pensée finale si significative, c'est qu'elle représente une invitation à une auto-réflexion authentique et à la croissance personnelle. Si elle choisit de faire le travail intérieur d'explorer réellement pourquoi cela l'affecte autant,
Elle peut découvrir des choses importantes sur ses besoins émotionnels, ses schémas d'attachement, ses peurs relationnelles et ses stratégies d'autoprotection. Elle peut apprendre que le fait d'avoir quelqu'un d'intéressé par vous n'est pas quelque chose à prendre pour acquis ou à traiter avec une indifférence nonchalante. Elle peut découvrir qu'elle doit développer plus de conscience sur ce qu'elle veut vraiment et le communiquer plus clairement, au lieu d'attendre que les gens lisent dans ses pensées ou persistent indéfiniment malgré l'absence d'encouragement. Elle peut réaliser que le timing compte dans les relations et que le moment où vous êtes prêt émotionnellement ne coïncide pas toujours avec celui où les opportunités se présentent. Et peut-être plus important, elle peut apprendre à valoriser les démonstrations sincères d'intérêt et d'effort, en reconnaissant que ces choses demandent de la vulnérabilité et du courage de la part de celui qui les offre, et qu'elles méritent au minimum du respect et de l'honnêteté en retour, même si la réponse est « je ne suis pas intéressé ». Cela peut être l'une des leçons relationnelles les plus précieuses que l'on puisse apprendre. Et elle vient souvent d'expériences exactement comme celle-ci, quand nous réalisons que ce que nous n'avons pas valorisé a été valorisé par quelqu'un d'autre, qui a décidé d'investir son énergie ailleurs. Si cette vidéo t'a parlé, montre ton soutien, mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris « gratitude » dans les commentaires. Ce petit geste fait que l'algorithme porte ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction de ta part booste ce mouvement. Merci de m'avoir suivi. Reste avec nous, parce que tous les jours nous partageons des idées et des conseils pour t'aider à renforcer ton esprit, reconstruire ton estime de toi et prendre le contrôle de ta propre histoire. Une accolade. Et à la prochaine vidéo.